La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr. Voilà, donc que penser de notre fameux gouvernement, des promesses du gouvernement socialiste et de la différence avec sa politique, de la crise de confiance qui a lieu au niveau du gouvernement Hollande-Valls, l'élection de Jean-Claude Juncker et puis donc tous ces dénis de démocratie, ça va être notre sujet du jour. Bonjour Anne-Cécile Robert. Bonjour. Alors vous êtes vice-présidente de l'association pour une constituante et journaliste au monde diplomatique. Bonjour Louis Sézy. Bonjour. Alors on se retrouve comme chaque mois, on repart pour une saison ensemble. Vous êtes fidèle au poste et donc pour cette émission de rentrée, vous souhaitiez revenir un peu sur l'actualité de l'été, une actualité un peu compliquée, mais enfin on en a un peu l'habitude. Et le fil conducteur un peu des différents épisodes que vous avez choisi de traiter aujourd'hui, c'est un peu le déni de démocratie, la crise démocratique. Comme le disait Evelyne et son chien, l'oligarchie qui est en place. Donc on commence par l'élection de Juncker qui était donc au mois de juillet, Jean-Claude Juncker, donc élu à la présidence de la Commission européenne. Alors moi j'aurais dit c'est un non-événement, ça finalement c'est pas tellement une surprise. Anne-Cécile. C'est un événement important dans la mesure où la Commission européenne a un pouvoir extrêmement important sur notre vie quotidienne puisqu'elle adopte des normes, notamment en matière économique. Elle est en grande partie responsable de la domination de l'idéologie de la concurrence et de l'ultralibéralisme qui nous domine aujourd'hui, et puis également de l'austérité qui s'impose à nous depuis longtemps. Mais ce qui est intéressant dans l'élection de Jean-Claude Juncker à la tête de la présidence de la Commission européenne, c'est que il a reçu le soutien d'une partie de la gauche radicale. Et ça, c'est des gens qui, a priori, sont complètement opposés à ce que représente M. Juncker, qui, on le rappelle, était le Premier ministre du Luxembourg, qui est un paradis fiscal. C'est un des promoteurs de l'euro, de l'ultralibéralisme. Et on a eu ce phénomène extraordinaire que la gauche radicale a soutenu en partie, une partie d'entre elles, soyons clairs, l'élection de Juncker. Alors comment c'est possible et quels étaient les motifs qui ont fait que cette gauche a pu soutenir un candidat aussi marqué? Ils ont estimé que Juncker était le représentant de la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée européenne et que donc la logique démocratique voulait qu'on le soutienne. Donc vous voyez le raisonnement, c'est pour ça qu'on a voulu s'y arrêter avec Louis Sézy, c'est parce que c'est au nom de la démocratie que cette gauche radicale soutient un processus qui finalement ne l'est pas du tout, puisqu'on sait très bien que le Parlement européen est élu dans des conditions un peu bizarres, sur des enjeux qui en général ne sont pas européens, avec pratiquement 55% d'abstention dans toute l'Union européenne. Donc c'est vraiment une vision étrange de la démocratie qui nous inquiète. Et un autre élément, c'est que ça confirme que le fameux clivage droite-gauche est en train de s'effondrer au profit d'un autre clivage, qui est le clivage pour ou contre l'intégration européenne telle qu'elle est. Oui, j'ajoute dans le penchant de ce que dit Cécile qu'on nous avait rebattu les oreilles au moment des élections européennes entre le candidat des conservateurs qui était à la tête de l'ensemble des listes qui étaient présentées par les conservateurs dans les différents pays de l'Union européenne et puis Martin Schulz, candidat des socialistes et démocrates, etc., qui à l'époque ancien président du Parlement européen, était en quelque sorte le challenger de Juncker pour accéder à la tête de la présidence de la Commission.
Et comme en gros le traité de Lisbonne dit que désormais, pour élire le président de la Commission européenne, il faut tenir compte de la manière dont est composé politiquement le Parlement européen, on arrive à une situation où ce surcroît de pouvoir que théoriquement on a voulu donner au Parlement européen se réduit à rien, puisque finalement on vote de manière mécanique et on dit, eh bien oui, comme ce sont les conservateurs qui ont réalisé le meilleur score dans les différents États au niveau européen, etc. Et comme ils ont la majorité au niveau du Parlement européen, c'est à eux que doit échoir la présidence de la Commission européenne. Ce qui fait qu'il n'y a plus de débat de fond au niveau du Parlement européen, à quoi les démocrates auraient pu légitimement s'attendre en ce qui concerne les options qui étaient offertes de part et d'autre quant à la manière de conduire la présidence de cette commission. Et donc là, on a manifestement un déni de démocratie qui s'ajoute à la manière dont fonctionnent les institutions européennes, qui sont très éloignées des peuples et qui, finalement, ne fonctionnent que par rapport au dogme libéral qui est celui de l'Union européenne et qui consiste à dire, eh bien, l'économie, c'est quelque chose qu'il faut laisser tourner de manière naturelle, le marché s'autorégule, et moyennant quoi, on a la double crise économique et financière que nous connaissons, ce qui est la preuve tout de même qu'il n'y a pas d'autorégulation des mécanismes du marché, contrairement à ce que les conservateurs et de plus en plus les sociodémocrates nous disent actuellement. Alors effectivement, dans ce mécanisme, on voit bien qu'il y a une sorte de renoncement. D'un autre côté, est-ce que ce fonctionnement que vous décrivez, c'est pas un peu le similaire au fonctionnement des démocraties parlementaires anglo-saxonnes, par exemple en Angleterre? Selon la majorité qu'il y a au Parlement, on va élire le Premier ministre ou désigner le Premier ministre un peu mécaniquement en fonction de la majorité parlementaire. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle ? À mon avis, on ne peut pas le faire dans la mesure où l'Union européenne ne constitue pas une communauté politique de citoyens aussi unie ou cohérente que peuvent l'être la communauté des citoyens anglais ou des citoyens français ou des citoyens polonais. Là, c'est un peu, pour parler trivialement, une addition de choux et de carottes. Donc, on n'a pas de communauté politique. D'ailleurs, on parle même pas la même langue. Si vous avez assisté, c'est ouvert à une séance du Parlement européen, vous voyez que les gens parlent, ils ont un casque de traduction sur les oreilles. Et s'il y a un très bon orateur qui fait un jeu de mots, eh bien, vous avez les rires en cascade au fur et à mesure qu'arrivent les traductions. Donc, et ça, c'est censé nous représenter. En plus, ils sont pratiquement 800, donc ils ont un temps de parole extrêmement réduit. Ils viennent avec des préoccupations complètement différentes. Donc il n'y a pas cette idée d'espace public commun dans lequel on peut construire une vision de l'intérêt général. On ne parle pas de la même chose, on n'a pas du tout les mêmes visions. Donc l'idée même de majorité parlementaire me semble complètement saugrenue. Et d'ailleurs, on voit très vite les aspects nationaux revenir sur le devant de la scène. Par exemple, Moscovici, le candidat commissaire français, a demandé le soutien des députés français de toutes les couleurs politiques. Et ils se concertent entre Français. Et il y a une idée qui circule, comme quoi il faudrait soutenir Moscovici parce qu'il est français. Même si on est soi-disant de droite ou qu'on ne partage pas la vision de Moscovici. Donc on n'est pas dans une enceinte parlementaire réelle, ni à mon avis légitime, mais dans un agglomérat de gens qui sont élus dans des conditions, à mon avis, peu représentatives des citoyens et qui s'arrogent par la mécanique des traités européens un pouvoir sur nos vies quotidiennes. Alors, donc le problème, est-ce que c'est ce fonctionnement des instances de l'Union européenne, c'est la manière dont elles ont été dessinées, ou est-ce que c'est simplement leur existence, leur résistance et leur raison d'être que vous questionnez, ou alors c'est leur politique ultra-libérale, sachant que voilà, elle pourrait mener une autre politique? À quel niveau placer la remise en question? Vous avez raison de poser la question. Je crois que c'est le tout. C'est-à-dire, on a un niveau institutionnel qui est aberrant,
tel qu'il est conçu et où la démocratie n'est pas au cœur du système. Et par ailleurs, on a des personnels politiques au niveau européen, comme dans les États membres de l'Union européenne, qui sont des vieux rouliers de la politique. Jean-Claude Juncker a été pendant plus de 10 ans Premier ministre de son pays, du Luxembourg. Il a été à la tête du parti chrétien social. Pardon, alors là, ça c'était un beau lapsus. Il n'y avait aucune méchanceté. Mais c'est pas freudien cette fois. Là, en direct. Donc, il était à la tête du parti chrétien social, comme Barroso a été à la tête du parti social-démocrate et a été pendant 2 ans au moins Premier ministre de son pays. Donc, on a des hommes qui sont des hommes politiques et qui, lorsqu'ils accèdent à la présidence de la Commission européenne, nous sont parfois présentés comme de purs techniciens. Alors que tel n'est pas le cas, évidemment, et que donc ces gens-là sont complètement rompus au rouage à la fois interne des démocraties auxquelles ils appartiennent et de l'Union européenne. On pourrait dire, pour répondre aussi d'une autre manière à la question, qu'il y a un vice de construction dans la manière dont les institutions européennes ont été conçues, puisque quand on a écrit les traités, on n'a pas parlé de démocratie du tout. Et on a installé le libéralisme économique au sommet de la hiérarchie des préoccupations. Et du coup, tout l'ordre juridique européen est basé sur la primauté de la construction du marché commun et de la libre concurrence. Et ce qui fait que même si on rajoute aujourd'hui, petit à petit, on saupoudre de dispositions sociales, de toute façon, elles n'arrivent que comme des subordonnées des autres normes qui ont la primauté, qui sont les normes économiques. Et comme il y a une cour de justice qui est là pour sanctionner, si dans l'Union européenne il y a un conflit entre une norme économique et une norme sociale, c'est toujours la norme économique qui l'emporte, donc au profit des entreprises. Donc il y a quelque chose qui relève d'un vice de construction à la base, et c'est pour ça que le problème européen il est grave, et il consiste pas à modifier un petit peu les traités, il faut véritablement repenser l'ensemble et remettre la démocratie à la base, puisque là, elle n'est qu'un élément qui est venu en plus et qui est complètement périphérique, et remettre le social au cœur de l'ensemble. Alors, on passe à la question française. Donc, sur le plan français, c'est pas tellement plus brillant. Donc, on a l'impression que là, il y a un fossé entre les promesses du candidat et la politique de Hollande. Donc, comment analyser ça ? Est-ce que finalement, c'est qu'il peut pas faire autrement ? C'est-à-dire, par une certaine mécanisme, quand on arrive au pouvoir, finalement, on a les mains liées, on peut plus faire ce qu'on voulait, ou est-ce qu'il veut pas, ou voilà. Comment analyser ça ? Alors sur les promesses, je crois qu'on peut prendre deux promesses phares. Ce qu'était le positionnement du candidat Hollande sur la TVA sociale qu'avait voulu instaurer Sarkozy, le président Sarkozy, et puis d'autre part le positionnement sur le traité budgétaire européen. Lorsqu'il était candidat, le président Hollande avait condamné de manière très forte avec ses proches, notamment Moscovici, notamment Michel Sapin également, la TVA sociale de Sarkozy, en disant que finalement l'augmentation de la TVA et le fait qu'on allait exonérer les entreprises de charges sociales et que l'on compenserait cela par une augmentation de la TVA, était faire supporter finalement la charge du fonctionnement du mécanisme aux consommateurs, donc aux citoyens français eux-mêmes. Et lorsque Hollande donc accède au pouvoir, eh bien, il décrète à partir de novembre 2012
qu'il faudra augmenter la TVA. Il ne parle plus de TVA sociale parce que c'était quand même trop connoté Sarkozy, mais il lance la notion de pacte de compétitivité pour les entreprises et il reprend les mêmes mécanismes, c'est-à-dire réduction de charges sociales pour les entreprises avec augmentation parallèlement de la TVA, etc., etc. Donc on voit bien là la proximité d'idées en ce qui concerne les recettes pour essayer de relancer le système entre, d'une part, l'UMP, enfin les forces UMP, et ce que prônait l'ex-président Sarkozy, et d'autre part, ce que font pratiquement, en pratique, les socialistes arrivés au pouvoir. Même chose si on prend l'autre mesure phare, le traité budgétaire européen. François Hollande, candidat, avait dénoncé la négociation du traité budgétaire européen qui liait la France quant à son autonomie à décider de son budget de manière souveraine, puisqu'il fallait que ce budget, évidemment, ne soit pas à une hauteur telle, lorsqu'on compare les dépenses et les recettes, qu'il y ait plus de 3% de déficit public. Et Hollande n'a pas renégocié ce traité négocié par son prédécesseur Sarkozy. En son temps, Sarkozy était taxé d'avoir capitulé devant Angela Merkel et reprend à son tour ce dispositif de traité budgétaire européen qui finalement interrompt le long cycle de processus du droit des citoyens au consentement à l'impôt et à décider souverainement de ce que doit être une politique budgétaire, une politique économique, etc. On prête à François Mitterrand une phrase, il aurait dit un jour, vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, un dirigeant ne peut rien faire d'autre que de tenter de passer entre les gouttes. Et ça résume bien l'état d'esprit de la classe dirigeante en France, mais je pense aussi dans le reste de l'Europe, qui est un esprit défaitiste, de soumission. En fait, ces gens veulent le pouvoir, mais ils veulent pas gouverner. Ils sont là pour administrer, comme on administre une entreprise, et encore très mal. On a vu le déficit budgétaire encore ce matin. Et François Hollande, il est typique de ça, mais Sarkozy, c'est pareil avec un autre style. Et dès qu'il y a une question importante, que font-ils ? Ils appellent Angela Merkel ou ils appellent Jean-Claude Juncker. Avant, c'était Barroso. Parce que les centres de décision ne sont plus chez nous. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont intégré dans leur tête, mais qui ne correspond pas à une réalité. C'est-à-dire les États aujourd'hui, même contraints par ce qu'on appelle la mondialisation, conservent des marges de manœuvre extrêmement importantes. Il reste des États souverains. Ils peuvent conclure des traités. Par exemple, Louis XVI rappelait le pacte budgétaire. La France peut très bien refuser de le signer, demander à le renégocier. Ce que nos amis anglais font depuis qu'ils sont dans la construction européenne, eux, ils se posent pas la question de savoir s'ils sont souverains ou pas. Dans la construction européenne, ils prennent ce qui les arrange, le marché pour leurs entreprises, mais ils veulent pas l'euro parce que ça les embête. Schengen, ça les ennuie, ils en veulent pas. Donc les États restent souverains. Après, c'est une question de rapport de force politique. Et le problème de notre classe dirigeante, c'est qu'elle est soumise dans sa tête et elle ne sait plus ce que c'est qu'un rapport de force politique. Et plus grave, comme vous le disiez tout à l'heure, elle ne se sent plus dans le rôle du représentant. C'est-à-dire quand Louis rappelait que François Hollande n'a pas tenu ses promesses, mais Nicolas Sarkozy non plus, il nous avait promis qu'il ne toucherait pas aux retraites, il y a touché, parce que ces gens ne représentent pas les électeurs, ils sont les mandataires des marchés financiers ou de la construction européenne. Donc la légitimité politique aujourd'hui, elle vient plus des citoyens, elle vient des institutions européennes ou des marchés financiers, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas élus et qui représentent des intérêts qui ne sont pas ceux de la grande majorité des populations. Voilà, donc vous expliquez bien que ces gens-là ont le pouvoir, mais parce qu'on leur laisse finalement, et donc il y a une sorte de renoncement qui est intégré dans la tête des dirigeants. Alors ça me rappelle le livre qui analysait bien ce phénomène, sorti à l'occasion des 1 an de l'élection de Hollande, qui était le livre de Laurent Mauduit, journaliste de Mediapart, donc Le Grand Renoncement, je crois. Donc tout est dans le titre, mais ça analysait bien le phénomène. Et un autre élément, c'était effectivement la proximité des
des élites, et le fait que finalement, quand on regarde Hollande, son parcours, tout son background, c'est l'ENA, c'est la connivence avec les élites de droite ou de gauche, etc. Et c'est un libéralisme quand même qui est intégré déjà dans son parcours politique depuis le début finalement. Oui, la politique, c'est la bataille des idées. Et c'est la démocratie qui tranche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le suffrage universel qui permet de dire, dans la confrontation pacifique des idées, eh bien, là où le peuple décide qu'il y a lieu d'aller. Mais ça n'est pas rechercher a priori un certain consensus au départ, avant même d'avoir discuté sur le fond. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a, dès le départ, une recherche de consensus. On l'a vu tout à l'heure lorsqu'on évoquait l'élection à la présidence de la Commission européenne. On le voit également en ce qui concerne la désignation des commissaires européens du commissaire européen du côté français, etc. Enfin, sur des tas de problèmes, il y a nécessité de ne pas se fâcher, de ne pas poser sur la table le positionnement des uns et des autres, mais d'aller tout de suite au consensus. Et ce consensus, il se fait autour de valeurs qui sont le plus souvent des valeurs économiques et également par connivence de promotion en termes d'appartenance à telle ou telle grande école, à telle chapelle, etc., etc. Et donc là, on a un petit noyau qui gouverne, mais qui n'a que l'apparence de la manière de gouverner, car il n'y a pas de liberté dans ce mode de gouvernement. Il y a du renoncement et pas du tout une envie de faire en sorte de développer un projet politique qui soit conforme aux espérances du peuple. Ce qui est frappant avec les institutions qu'on a, c'est qu'on peut très bien élire un président, une personne, dont on ne partage pas les idées. C'est-à-dire on peut trouver une personne sympathique et dire, on dit tiens, on va l'élire, mais concrètement quand on regarde son programme, on va peut-être être d'accord avec 10-20% mais de ce qu'il raconte, mais nos institutions font qu'il faut qu'on choisisse une personne. Et c'est pour ça que c'est à la fois déprimant, et en même temps ça rend optimiste, parce qu'on se dit que si on change les mécanismes institutionnels, on va rouvrir, on va faire rentrer un peu d'air. Parce que nous, quand on se promène en province, notre association a beaucoup de cercles locaux, on s'aperçoit que la population française continue, elle, à penser, à vivre. Les gens sont dans des associations, ils militent. Je crois qu'on a le record mondial du nombre d'associations et de membres d'associations. Donc la société française, elle est vivante. Mais notre appareillage politique donne l'impression de quelque chose d'extrêmement fermé, de bloqué. Et donc les gens ont l'impression qu'on ne peut rien faire, alors qu'en fait, l'ouvre-boîte, il est devant nous. C'est un changement d'institution et un retour à la case peuple par l'élection d'une assemblée constituante sur une base la plus large possible, c'est-à-dire qu'il faut que le processus constituant ne recoupe pas les clivages actuels de partis politiques. Ça peut pas être une personnalité politique de droite ou de gauche qui porte le processus constituant, ça doit être quelque chose d'ouvert à l'ensemble de la population, parce que le peuple, il est ni de droite ni de gauche, c'est le peuple, et c'est absolument à lui qu'il faut redonner la parole. Et on a la faiblesse de croire à l'Association pour une constituante que quand on pose aux électeurs français des questions intelligentes, ils y répondent de manière intelligente. Et que c'est quand on leur pose des questions stupides, comme c'est le cas de nos institutions actuelles et de nos élections, ils apportent des réponses stupides parce qu'il n'y a que l'offre ne permet que de répondre de manière stupide. Alors vous le dites, donc la société française finalement elle est vivante, les gens s'intéressent à la politique plus qu'on ne le pense, mais à la vraie politique. Donc c'était un peu le thème de la chronique précédente où on a parlé de démocratie participative, de débat, etc. Donc finalement il y a une demande bien supérieure à ce qu'on veut souvent nous faire croire de débat politique. Et ce qui est terrible, c'est que malheureusement dans le cadre de nos institutions, c'est des mouvements comme le mouvement d'extrême droite de Marine Le Pen qui capitalisent cette demande-là.
parce que l'offre démocratique, elle ne correspond plus à rien. Et les gens qui sont censés incarner la démocratie et la République sont en fait des conservateurs et des gens qui vont chercher leur mot d'ordre ailleurs que devant le peuple français, comme on l'a dit tout à l'heure, à Bruxelles ou sur les marchés financiers. C'est pour ça qu'on est dans une situation extrêmement dangereuse et que si on n'a pas le processus constituant qu'on appelle de nos voeux, on risque d'avoir des solutions autoritaires que dans le temps on appelait bonapartistes ou césaristes, et en tout cas donc des menaces très fortes sur la démocratie. Alors donc ce processus constituant, comment il pourrait avoir lieu? Parce que si imaginons qu'on mette en place, qu'on désigne, déjà il va falloir désigner une assemblée constituante et ça va être dur de pas retomber toujours sur les mêmes, sur donc cette fameuse oligarchie qui est en place. Il va falloir un sacré coup de balai pour avoir un vrai processus, un vrai renouvellement. Je crois qu'il faut renouer avec ce que nous avions fait en 1789, des cahiers de doléances. Ça, c'est après. Il y a eu des états généraux, etc., avec des assemblées primaires. Donc je crois qu'il faut redonner la parole au peuple et faire en sorte que le peuple se saisisse du problème de ses propres institutions. Et il ne faut pas déléguer à un personnel politique qui serait nouvellement élu et qui recruterait dans le vivier politique habituel, évidemment, le soin d'élaborer une nouvelle constitution, parce qu'on aura à peu près les mêmes recettes et la même manière de procéder qui s'éloignerait de la volonté populaire. Donc il faut rendre la parole au peuple, mais pour cela faire en sorte qu'on soit en proximité avec le peuple et qu'il y ait des assemblées à des niveaux communaux, départementaux, etc., qui elles-mêmes désignent leurs représentants. Et de niveau en niveau, on remonterait jusqu'à une véritable Assemblée nationale qui exprimerait toutes ces sensibilités, cette diversité, cette richesse, etc. Sinon, c'est vrai que si on reprend la même mécanique, on aura fatalement et inévitablement les mêmes résultats. On nous dira il faut un peu plus de parlementarisme, un peu moins de présidentialisme, etc. Et puis ce seront le même personnel politique qui a 30 ans de vie politique déjà derrière lui. Les gens sont des professionnels de la politique en France. C'est devenu un véritable métier. On entre en politique comme on entre en religion. Hein. C'est le même processus. Et ensuite, une fois qu'on y est entré, eh bien, on fait tout pour s'y maintenir. Et donc, dès l'instant qu'on fait tout pour s'y maintenir, on n'a plus en vue l'intérêt général et la nécessité de représenter le peuple, car on ne pense plus qu'à soi, à la nécessité de durer. Et donc là aussi, il faudrait réduire la durée des mandats, réduire la succession des mandats dans le temps, etc., de façon à avoir cette proximité avec le peuple. Vous savez, il y a des précédents dans l'histoire de France. Par exemple, en 1790, les députés ont décidé eux-mêmes qu'ils ne pourraient pas se présenter à l'Assemblée suivante. Donc on peut très bien imaginer, pour renouveler le personnel politique, qu'à l'Assemblée constituante, les actuels élus, ou ceux qui ont été élus dans les 2 dernières mandatures, n'auraient pas le droit de se présenter. Et nos cercles locaux réfléchissent justement au mode d'élection des constituants pour éviter qu'on retrouve les mêmes. Et il y a plein de propositions. Il y en a qui veulent réserver un quota aux partis politiques. D'autres disent qu'il faut carrément interdire aux gens de se présenter au nom d'un parti politique. Il y en a qui disent qu'il faut réfléchir à la taille des circonscriptions et au scrutin proportionnel. Donc il y a plein de techniques comme ça, sur lesquels il faudra effectivement qu'on se mette d'accord, de manière à avoir le renouvellement le plus important possible du personnel politique, entre guillemets, et puis surtout des gens qui sont en phase. L'intérêt de l'élection de l'Assemblée constituante, d'ailleurs, c'est que les gens vont être élus sur un programme d'institutions et d'idées politiques. C'est forcément sur des questions de fond. Le fait que vous appelez Tartampion, si vous êtes beau, si vous êtes moche, ça sera complètement sans intérêt. Les électeurs choisiront, contrairement aux élections actuelles, forcément sur des questions de fond. Alors, ce fonctionnement d'assemblée constituante, finalement, est-ce qu'on est déjà dans la démocratie représentative? Est-ce qu'on ne s'éloigne pas finalement de la démocratie participative, puisqu'on aurait une assemblée de représentants qui décideraient pour les autres? Ou est-ce que ça peut mener à de la démocratie participative?
faudrait s'entendre sur ce qu'est la démocratie participative, parce que moi, c'est ces adjectifs qu'on met. Pour moi, il y a la démocratie ou il n'y a pas la démocratie. Souvent, démocratie participative, ça consiste à voter l'emplacement des pots de fleurs sur la place du marché. Je vois actuellement à Paris, on nous fait voter sur 3% du budget sur des projets qui sont peut-être intéressants, mais complètement périphériques par rapport à la vie réelle des Parisiens. Donc, je préfère parler de démocratie tout court. Et dans le cas particulier de la Constituante, il y a forcément un moment donné où il faut élire un nombre critique de personnes, 200, 300, 400, pour discuter de la Constituante. Mais comme Louis Sézy l'a bien rappelé à l'instant, ça ne pourra être que si avant cette assemblée, il y a eu au niveau local, dans les communes, des réunions de citoyens qui ont formulé, comme en 1789, des propositions et qui les ont fait remonter. Il faut effectivement que le processus démarre très, très à la base. Oui, on peut y ajouter aussi des mécanismes de démocratie directe, comme le droit de pétition qui existe déjà, mais aussi le droit d'initiative populaire en matière référendaire, sur une question fondamentale dont les citoyens se saisissent. Et ensuite, on consulte le peuple, bien évidemment. Donc, il y a aussi des mécanismes de démocratie directe que l'on peut injecter dans le cadre de la démocratie représentative qui permettent à certaines périodes et sur initiative des citoyens eux-mêmes de redonner la parole au peuple. Voilà, écoutez, le message est lancé. Le temps tourne, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci en tout cas Anne-Cécile Robert. Merci. Merci Louis Sézy. Donc on se retrouve le mois prochain, donc pour une nouvelle émission de l'association pour une constituante. Petit jingle. Voilà, le temps qu'il se lance. On peut rappeler en attendant votre site internet pour une constituante. Très visité, on a .fr, www.pouruneconstituante.fr. Entre 2500 et 3000 visiteurs par jour, dont notre site est très visité. 3000 visites par jour, c'est pas mal du tout. Nous ne pouvons qu'inviter les auditeurs de Radio Aligre de visiter notre site. Et on est en augmentation constante depuis que les événements s'aggravent en France et que on évoque une crise de régime, donc on sent une augmentation de notre fréquentation très nette et régulière. Et cette idée a fait son chemin malgré tout de constituante. Alors elle est reprise par pas mal de gens. Elle est... C'est ce qui nous fait craindre des récupérations politiciennes, puisque la constituante est forcément un processus collectif. Ça peut pas être l'affaire d'une personne ni d'un homme politique en particulier. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante. Car il pense comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique. www.pouruneconstituante.fr